Merci de nous rejoindre, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition d'information à 30 télévisions. D'abord les titres. Le pape François va enfin arriver en République démocratique du Congo pour une visite de 3 jours du 31 janvier au 3 février 2023. Annonce faite par le Vatican et confirmée ce jeudi au chef de l'État Félix Tshisekedi par les nonces apostoliques. Le programme du souverain pontife au Congo-Kinshasa prévoit plusieurs rencontres, notamment avec les victimes de l'Est du pays. Enfin, rendu public, l'accord signé entre l'État congolais et le groupe Ventura de l'homme d'affaires Dan Gettler. C'est Nicolas Kazadi, ministre des Finances, qui l'a publié ce jeudi sous la satisfaction des acteurs de la société civile. Le 1er décembre de chaque année, c'est la journée de lutte contre les sida. Elle vise à sensibiliser à l'importance d'apporter un soutien aux personnes vivant avec cette maladie. En rapport avec cette journée, elle est invitée dans ce journal le docteur Pascal Chamala. Bonsoir. Le pape François a annoncé en République démocratique du Congo du 31 janvier au 3 février 2023, après le report de sa visite au mois de juillet dernier. C'est les nonces apostoliques qui l'a confirmé au chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. C'était au cours d'une audience jeudi à la Cité de l'Union africaine. Images et commentaires. Pour la paix, l'unité et solidarité, dans l'amour et la joie, toutes les communautés nous disons. Reporté mais pas annulé, c'était la précision apportée par l'épiscopat catholique et le gouvernement après les rendez-vous manqués de la visite du pape au mois de juillet dernier pour des raisons de santé. Programme réaménagé, le nonce apostolique Monseigneur Balestrero a confirmé au chef de l'État Félix Tshisekedi le voyage du souverain pontife, cette fois-ci du 31 janvier au 3 février 2023. A également pris part à l'audience le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a ainsi réitéré l'appel à la mobilisation pour honorer la présence de sa sainteté au Congo-Kinshasa. Donc c'est pour cela que j'ai la joie d'annoncer que ce qui avait été reporté, la promise a été accomplie. Le pape sera au Congo le 31 janvier à Kinshasa. Il visitera Kinshasa, ça sera la ville qu'il va visiter et il se rendra ici. Il arrivera le 31 janvier et il restera à Kinshasa jusqu'au 3 février. Nous sommes très heureux ce jour d'apprendre que finalement ça pourra s'effectuer dans cette période-là. Nous avions déjà à ce moment-là demandé à toute la population congolaise de préparer cet accueil de cette haute personnalité. Et donc là, c'est juste une relance que nous allons faire. Surtout dans ce moment particulier où la République démocratique du Congo traverse toutes ces situations sécuritaires. Ça sera une visite de très grand réconfort qui sera donnée ici en République démocratique du Congo. Un seul bémol, après les réaménagements du programme du pape François, l'étape de Goma est annulée. Après une visite de 3 jours à Kinshasa, qui sera notamment marquée par la Sainte Messe, le Saint-Père se rendra à Djurba, au Soudan du Sud. Filles et fils du pays. Le pape François sera à Kinshasa pour une visite de 3 jours. Quid de son programme détaillé tout au long de ce voyage à Kinshasa? Les détails dans ses commentaires. Le pape François a confirmé sa visite en République démocratique du Congo pour le début de l'année 2023. D'après un communiqué du Vatican publié ce jeudi 1er décembre 2022, le souverain pontife va fouler les sols congolais le 31 janvier 2023 et se rendra ensuite au Sud-Soudan le 3 février de la même année. Selon le programme publié par le Vatican, le pape arrive à Kinshasa le 31 janvier à 15h. À 16h30, cérémonie de bienvenue au Palais de la Nation, suivie de la visite des courtoisies au président de la République. 17h30, le pape va rencontrer les autorités. Le 1er février 2022 à 9h, Sainte Messe à l'aéroport de Ndolo. À 16h30, le pape va rencontrer les victimes de l'Est de la RDC. À 18h30, rencontre avec le représentant des œuvres caritatives. Le 2 février, une rencontre est prévue avec les jeunes et les catéchistes au stade des Martyrs. À 16h30, le pape François va rencontrer le prêtre, les diacres, les consacrés, les séminaristes. À 18h30, une rencontre est prévue avec les jésuites à l'Annonciature. Le 3 février 2023, le pape se rendra à Djouba, au Sud-Soudan. Pour rappel, évoquant des raisons de santé du souverain pontife âgé de 85 ans, le pape François avait reporté à une date ultérieure son voyage qui était prévu pour le mois de juillet 2022 en République démocratique du Congo et au Sud-Soudan.
Je l'ai dit dans les titres, c'est chose faite maintenant. L'accord signé entre le groupe Ventura de l'homme d'affaires israélien Dan Gettler et le gouvernement congolais est rendu public. C'est le ministre des Finances qui l'a publié ce jeudi 1er décembre 2022. Nicolas Kazadi a expliqué les avantages pour les Congolais de récupérer les actifs miniers. C'était en présence de l'inspecteur général, chef des services de l'IGF, Gilles Lingueté, et du Dirkaba, du chef de l'État, et des membres de la société civile. Un reportage, Galvatuzolana et Rachel Kitita. C'est dans le souci d'accélérer le développement de la République démocratique du Congo que le chef de l'État Félix Tshisekedi a opté pour l'idée de rendre opérationnels les actifs miniers de la RDC en les récupérant des mains de l'homme d'affaires israélien Dan Gettler. Parce que nous sommes en partenariat privilégié, partenariat pour la paix et la prospérité, et ensuite parce que, très logiquement, pour mettre en œuvre cet accord, il faut bien qu'on tienne compte des sanctions. Parce que cet accord, la mise en œuvre de cet accord suppose une ultime transaction avec Dan Gettler. Et donc, dès lors qu'il est sous sanctions américaines, nous devons en tenir compte, surtout lorsque ces sanctions viennent de notre partenaire privilégié, partenaire qui, par les mêmes sanctions, nous a aidés à progresser dans notre marche. Donc, ne vous inquiétez pas pour cela. Nous avons agi en responsable et ça a pris du temps parce que nous sommes deux administrations et nous avons pris le temps de travailler pour être sûr que nous nous comprenons sur l'essentiel. Y avait-il urgence pour l'État congolais de signer un accord avec le groupe Ventura de Dan Gettler? Le ministre des Finances explique. Et ce qui vient de se faire avec Dan Gettler est un bon exemple où un opérateur compromis, impliqué dans ce que nous avons appelé la gouvernance prédatrice du secteur minier, a accepté de faire amende et de revenir en restituant ses actifs. Nous n'avons pas le droit de ne pas le considérer. Et donc, dans l'histoire de ce pays, si on veut compter ceux qui ont, à un moment ou à un autre, profité de nos faiblesses pour prendre avantage sur nos actifs, la liste est longue. Dès lors que nous avons récupéré nos actifs, dès lors que l'intéressé accepte de se retirer, nous n'avons plus intérêt pour les sanctions en tant que pays. Mais nous savons et nous reconnaissons que c'est la responsabilité des États-Unis. Ce sera à eux de prendre leurs décisions comme ils pourront la prendre. Mais pour nous, notre objectif, c'est de récupérer ces actifs, de les mettre en opération. Et dans les longues discussions que nous avons eues avec nos partenaires américains, nous leur avons expliqué cela. Nous avons dit, nous sommes des partenaires privilégiés pour la paix et la prospérité. Nous voulons les investissements américains et les Américains veulent investir chez nous. Et donc, aujourd'hui, on a des actifs importants et stratégiques qu'on doit mettre en opération. Ce serait quand même contradictoire que le processus des sanctions américaines empêche ces investissements massifs, alors que les deux parties veulent qu'il y ait un accroissement des investissements au profit de la RDC. L'accord signé par le gouvernement congolais et le groupe Ventura stipule entre autres que le groupe Ventura s'engage à transférer à la RDC les permis pétroliers et droits miniers, notamment les permis des blocs 2 et 1 du lac Albert. Cet accord vaut également reconnaissance par la République démocratique du Congo des dettes en faveur de Ventura au titre des coûts d'investissement convenus et à payer par la RDC à Ventura de l'ordre de 240,7 millions d'euros assortis d'un taux d'intérêt de 6% l'an à dater de la signature de l'accord. Ventura renonce cependant à toute réclamation présente ou future au sujet de la propriété de ses actifs. Cet accord vaut également reconnaissance par la GECAMIN du prêt contracté auprès de Ventura d'une valeur de l'ordre de 192 millions d'euros. Dans les mêmes conditions, la reconnaissance par Ventura d'un montant complémentaire au titre de royalty KCC à dévoir à la GECAMIN de l'ordre de 249 millions d'euros. En compensation, Ventura doit à la GECAMIN la somme de 57 millions d'euros dont les intérêts de 6% l'an courent à dater de la signature des accords jusqu'au parfait paiement.
Toujours dans ce chapitre, la société civile salue ces pas franchis par le gouvernement congolais qui démontre qu'il veut travailler en toute transparence, notamment dans les secteurs miniers. Un accord qui place les intérêts du peuple congolais au premier plan. Ils sont tous au micro de Rachel Kitita et Galvatou Zolana. Positif, vous avez entendu le ministre. Il est allé dans les détails sur l'importance de l'accord, les avantages de l'accord. Et donc il n'y a pas d'œuvre humaine qui ne soit pas parfaite. Il y a toujours des petites choses, mais globalement, nous pouvons dire que là, l'exigence de la transparence et de la redevabilité, elle est satisfaite. Le peuple congolais saura aujourd'hui ce qu'il y a dans cet accord-là. Parce qu'on va, avec vous, nous allons les rendre, les diffuser là. Il y a des gens qui avaient eu des mines dans ce pays qui les ont exploitées sans que le pays ne gagne rien. Il y a des gens qui se sont enrichis. Il y a des gens qui sont venus à Vandame. Il y a Georges Arthur Forest qui a pris beaucoup de mines. Aujourd'hui, la mine de Camon, aujourd'hui, la Vessie. Il y avait la mine de KMT, que AMC avait pris à l'époque pour rien. Le rapport de l'IGE vient de sortir disant qu'il y a des mines que Fescom avait prises pour rien, bien que Fescom c'était une bonne entreprise. Mais de vous, il y avait des mines qui étaient prises pour rien. Donc quand vous regardez dans le secteur des mines, il y a des gens qui avaient pris des mines, peut-être parce que la Gécamine lui devait une aide de farine de 800 000 $, on lui donne un gisement. Il y a la mine de Chemaf, de Kalukuloko, que sous Diomi, donc à la ministre de Mines, elle était donnée à 5 millions $. Mais il y a beaucoup d'actifs miniers qui ont été pris pratiquement gratuitement. Et qu'on récupère chez Dam, c'est une bonne chose. Nous sommes battus pendant plusieurs mois pour obtenir finalement le gouvernement de publier ce rapport afin que tout le monde s'en rende compte. Parce qu'il y avait eu par le passé quelques séances de travail au cours desquelles le gouvernement nous a fait connaître les parties essentielles du rapport, mais nous avons tous recommandé qu'il soit rendu public. Ça traduit son engagement à travailler désormais dans la transparence, surtout dans le secteur des ressources naturelles. Changeons de chapitre à présent. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, s'est entretenu avec un groupe d'ambassadeurs des pays africains accrédités à Kinshasa, conduit par le vice-doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur du Royaume du Maroc. Il était question de discuter du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. C'était le mercredi au siège de la CENI. Commentaire. Les ambassadeurs des pays africains accrédités en République démocratique du Congo ont salué les travaux abattus par la CENI dans le cadre du processus électoral. Les échanges avec le président de la CENI étaient axés essentiellement sur l'organisation des prochaines échéances électorales de 2023. Rachidi Agassim, ambassadeur du Maroc, mais également vice-doyen du groupe des ambassadeurs africains. C'est une démarche appréciée. Le président de la CENI échange avec beaucoup d'autres diplomates. C'est la première fois qu'il échange avec le groupe des ambassadeurs africains. Il a fait une présentation exhaustive et que j'ai considérée aussi sincère. Il a très bien expliqué tous les contours des préparatifs et dans la perspective des élections. On a bien sûr parlé des défis, des objectifs, et nous sommes conscients que ce n'est pas une entreprise facile. Tenir les élections partout dans le monde demande beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens. Ensemble, les diplomates ont manifesté leur soutien au processus électoral et ont réitéré leur volonté de voir la CENI accomplir sa mission. Et ici en RDC, on est bien conscient, c'est un pays sous-continent. Il y a beaucoup de difficultés en termes logistiques. Il y a bien évidemment et malheureusement l'aspect de l'insécurité à l'est du pays. Donc nous sommes conscients de tous ces aspects et nous avons manifesté notre soutien au président de la CENI dans ce sens. Outre celui du Maroc, ont également pris part aux échanges les ambassadeurs du Nigeria, du Burundi, de la Zambie, de l'Algérie, du Tchad, de la Namibie, de l'Éthiopie, de la Tanzanie, du Kenya, de la Côte d'Ivoire et du Zimbabwe.
Le rapporteur adjoint de la CENI a échangé également avec les caucus des députés nationaux du Nord Kivu. Les élus nationaux sont venus s'enquérir des informations techniques sur l'enrôlement des électeurs dans leur circonscription électorale, tout en saluant les efforts de la CENI. Ils ont notamment insisté sur l'enrôlement des habitants du Nord Kivu malgré les contextes d'insécurité. Les comptes rendus de la rencontre. Le Nord Kivu est actuellement en effervescence avec la guerre des terroristes du M23, d'un côté, du côté sud, et du côté nord, les terroristes de l'ADF qui sont en train de faire énormément de déplacements de population. Et aujourd'hui, effectivement, l'une des grandes préoccupations, c'était la réduction des centres d'inscription. Il y a beaucoup de territoires, malgré les déplacements massifs de population. Le Nord Kivu est la grande province du point de vue démographique, après Kinshasa. Après le travail de la cartographie, nous nous sommes rendus compte qu'au lieu de nous ajouter les centres d'inscription tels que nous l'avions fait avec les agents de la CENI, nous étions désagréablement surpris de constater que rien n'a été ajouté comme centre d'inscription au Nord Kivu. Et beaucoup plus d'autres inquiétudes par rapport aux déplacés, des conflits, et par rapport au nombre élevé de nouveaux majeurs, donc ceux qui doivent élire en 2023, et tant d'autres inquiétudes que nous avions. Mais après la rencontre de ce matin, nous pensons que le rapporteur adjoint a rencontré beaucoup de nos inquiétudes. Et il nous a confirmé, il nous a rassuré que la CENI va rester ouverte à nos préoccupations chaque fois que nous voudrons les rencontrer. Il nous a rassuré qu'après la première publication, il sera toujours temps, il y aura moyen de faire d'autres réclamations et d'autres dénonciations, étant donné que nous sommes aux frontières avec les pays qui veulent toujours nous balkaniser, nous prendre une partie de notre territoire. Il nous a dit que nous devons rester vigilants. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les députés provinciaux ont auditionné le ministre chinois de l'Intérieur venu répondre à la question orale sur la résurgence du phénomène Kuluna dans la capitale congolaise. L'initiateur de la question orale, le député Yves Boukoula, qui réclame des solutions concrètes face à cette situation. C'était au cours de la plénière du mercredi. Le reportage avec Josué Benbazo et Rodrigue Gombo. Assemblée provinciale de Kinshasa, le ministre de l'Intérieur Didier Tingué-Telito y était pour répondre à la question orale avec débat lui adressée par le député provincial Eric Boukoula sur la recrudescence du phénomène Kuluna dans la capitale. Les membres du gouvernement Ngobila sont soumis aux préoccupations et remontrances des élus kinois sur ces phénomènes qui ne laissent personne indifférent. Dans sa réplique, le patron de la sécurité des Kinois a révélé les difficultés auxquelles il fait face dans l'exécution de sa mission. La Constitution définit en son article 202.7 la police nationale comme relevant des matières exclusives du pouvoir central. Il n'existe donc pas en République démocratique du Congo une police municipale, provinciale et j'en passe. Ainsi, le commissariat provincial de la police, comme structure de commandement des unités de la police au niveau de chaque province, relève du commissariat général. Initiateur de la dite question dit attendre du ministre provincial une solution concrète. Ici, il n'est pas question de faire la tradition, c'est-à-dire que d'appeler un ministre, d'interpeller un ministre, il vient, il répond, la procédure et puis voilà. Sinon là, on ne rend pas service aux Kinois. C'est question de trouver des solutions. Si on ne trouve pas de solutions, alors on devra changer les acteurs par d'autres acteurs qui ont des solutions. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc c'est ça. C'est question de... Parce qu'à cette allure, 2023 c'est une année électorale. Vous savez ce qui se passe pendant les élections avec cette histoire de Kuluna. On aura une guerre civile dans la capitale. Donc il faut vraiment des solutions. À mon humble avis, cette procédure ne doit pas prendre fin s'il n'y a pas de solutions concrètes. A noter que le ministre a sollicité et obtenu un délai de 48 heures pour préparer ces éléments de réponse en vue de rencontrer les préoccupations des élus kinois. Célébration chaque 1er décembre de la journée mondiale de lutte contre les VIH-Sida. Mais quelle est l'origine de cette journée? Quel est le niveau de l'évolution en Afrique et en République démocratique du Congo? Les éléments de réponse dans ces récits concoctés par Yannick Ekouchou, rendu par Naomi Massanga.
La journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée chaque 1er décembre, a été lancée en 1978. Elle est la première journée internationale dédiée à la santé au niveau mondial. La date sert de cadre de manifestation de soutien aux personnes vivant avec le VIH et elle commémore également les victimes de maladies liées au sida. Les données de l'Organisation des Nations Unies SIDA sur la riposte mondiale au VIH révèlent un ralentissement de progrès de lutte contre la pandémie de VIH et une réduction de ressources disponibles au cours de 2 dernières années marquées par la Covid et d'autres crises mondiales. En Afrique, les jeunes femmes restent touchées de manière disproportionnée par le VIH tandis que la couverture de programmes spécifiques reste trop faible. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, elle est l'un des pays du continent le plus touché par le virus. Selon les statistiques du PNMLS, le programme national multisectoriel de lutte contre le sida, 383 509 personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, soit 75,9%, tandis que 376 671 de personnes vivant avec ce virus reçoivent un traitement antirétroviral, selon un rapport publié en 2021. Toujours dans ces chapitres, en RDC, la journée mondiale de lutte contre les sida est célébrée autour du thème « Mais dans la main pour la réduction des inégalités et de la stigmatisation ». Et le programme national multisectoriel de lutte contre les sida met un accent sur une nouvelle approche et des stratégies mises en place pour l'éradication du virus à l'horizon 2023. Des explications fournies ce jeudi par le directeur du département suivi et évaluation du PNMLS, Freddy Luzolo, qui est au micro de Paul Gwinda. La stratégie, depuis 2016 à 2020, nous avions dit 90% de personnes, 3 fois 90%. Mais aujourd'hui, depuis 2021, nous sommes à 3 fois 95. Bon, le Belge dit 95. Qu'est-ce que signifie le premier 95? Le premier 95 voudra que 95% des personnes qui vivent avec le VIH, je dis bien 95% des personnes qui vivent avec le VIH, ils doivent connaître leur statut sérologique. L'ancienne stratégie voulait à ce que nous puissions avoir 0 nouvelle infection, 0 discrimination, 0 décès liés au VIH. Mais lorsqu'on a fait l'évaluation de ces 3 premières stratégies qui sont encore à jour, mais on s'est rendu compte que les nouvelles infections étaient encore en augmentation. Toutes ces personnes-là qui ont le VIH, mais qui ne le savaient pas, 95% de personnes-là, ils doivent connaître leur statut. Je l'ai dit également dans le titre en rapport avec cette journée de la lutte contre les sida, un invité dans cette édition d'information, le docteur Pascal Tiamala, qui répond aux questions de Rachel Kitita.